En 1867, Mark Twain se rendit sur la terre d'Israël, connue alors sous le nom de Palestine. Voici comment il la décrivit. Un pays désolé, dont le sol est suffisamment riche, mais qui est entièrement abandonné aux mauvaises herbes. Une étendue silencieuse et endeuillée. On n'y pouvait trouver ni arbre, ni arbuste nulle part. La Palestine porte le sac et la cendre. Désolée et sans aucun charme. Aujourd'hui, Mark Twain ne reconnaîtrait pas ce pays. D'une terre rocailleuse, de marais et de déserts, les Israéliens ont fait pousser des jardins, des vignes et construit des fermes, avec quelques-unes des techniques les plus innovantes du monde. Le pays possédait un dynamisme incroyable. De l'énergie, de l'excitation, de la nourriture, des gens, le sens de la famille. Et en fin de compte, un sentiment d'appartenance. Il a été dit que l'État moderne d'Israël est né dans les kibboutz. Il est donc naturel que bon nombre d'innovations y ont vu le jour. Le kibboutz est de bien des manières la pierre angulaire de la société israélienne. Les gens revinrent au pays avec le désir de créer une société collective et égalitaire. Les kibboutz devinrent un moyen efficace pour défendre le pays et intéresser les jeunes à l'agriculture. Il faut savoir que dans la plupart des pays, il était interdit aux Juifs de posséder de la terre ou de la travailler. Les Juifs ne pouvaient pas être fermiers. Ainsi, voir soudain toute une génération de Juifs cultiver le pays dans un environnement de collectivité était une chose incroyable. Avant même qu'Israël ne devienne un État, les Juifs vinrent par milliers s'installer dans des fermes communautaires. Mais lorsqu'ils arrivaient dans le pays promis, le lait et le miel n'y coulaient pas vraiment. Les plaines côtières étaient marécageuses. La Galilée et les collines de Judée étaient rocailleuses. Et la moitié sud du pays était pour sa plus grande partie un désert. Depuis que le peuple d'Israël a quitté notre pays, il y a 2000 ans, la région a été mal gérée. Alors, nous avons voulu préserver et réhabiliter cette terre sainte. Les premiers colons juifs rencontrèrent de nombreux obstacles, depuis le sol aride jusqu'aux attaques des Bédouins. Mais ils y trouvèrent aussi un ennemi bien plus redoutable encore, qui menaçait de détruire l'État juif avant même sa naissance. Dans les premières décennies du XXe siècle, Israël était une terre propice aux moustiques porteurs de la malaria. Ils avaient envahi les plaines côtières et la vallée du Jourdain. Les seules terres que les Juifs étaient autorisés à acheter, puisque les Arabes locaux avaient décrété qu'elles étaient inhabitables. En 1920, plus d'un tiers de tous les résidents juifs de Palestine avaient la malaria. Sans autre choix, ils se mirent au travail. Ils asséchèrent les marais et agrandirent ainsi leurs terres. Ils détournèrent les eaux pour les utiliser dans des canaux d'irrigation, interrompant de facto la reproduction des moustiques. Ils connurent un tel succès qu'une commission de la Ligue des Nations visita la Palestine pour s'informer de ce qu'ils avaient accompli. Moins de 20 ans après l'indépendance d'Israël, la malaria fut officiellement déclarée maladie éradiquée en Israël. Une fois la menace de la malaria disparue, les colons juifs furent libres de se concentrer sur la manière de faire fleurir le désert. Dans les plaines côtières, des plantations d'agrumes remplacèrent les marais. Et la vallée du Jourdain, jusqu'alors le foyer de l'épidémie de malaria, devint la huche à pain du pays. Le désert du Negev fleurit de nouvelles forêts et de vignes. Quant à la Harava, la partie la plus aride d'Israël, elle devint le site d'une industrie maraîchère florissante. Tout cela fut accompli au cours des 20 premières années de l'État d'Israël. Dans le même temps, les Israéliens firent plus que doubler leur niveau de vie. À présent, ils utilisent leur expérience pour aider les autres pays. Dans les années 70, ils créèrent une nouvelle sorte de tomate cerise résistante aux maladies. Et elle a durée de vie plus longue en magasin. Ils créèrent aussi une nouvelle sorte de pomme de terre pouvant être cultivée dans des climats arides et secs et arrosée d'eau salée. Ces légumes sont à présent cultivés dans des pays arides comme la Jordanie, l'Égypte et le Maroc. Les scientifiques israéliens ont non seulement trouvé le moyen de faire croître de nouvelles récoltes, mais ils ont aussi trouvé de nouveaux moyens pour les préserver. Les cocons grains pro permettent aux agriculteurs de préserver leurs grains pour le marché à très bas coût, en les protégeant de l'eau, de l'air et des insectes. Ces cocons israéliens sont utilisés en Afrique, en Extrême-Orient et même au Pakistan, nation sans aucun lien diplomatique avec Israël. Avec le temps, les kibboutz ont changé.
la société israélienne s'est mise à changer. Elle est devenue plus capitaliste, plus centrée sur la libre entreprise, sur l'entrepreneuriat et sur les responsabilités individuelles de chacun, faisant bénéficier ainsi la société en général. Beaucoup d'entreprises très intéressantes ont vu le jour dans des kibbutz. L'une de ces entreprises est aujourd'hui présente dans le monde entier. Il y a 10-12 ans, si vous aviez demandé à l'Israélien moyen ce que signifie le bio, il n'aurait rien compris à votre question. Mais ici, nous cultivons le bio depuis plus de 40 ans. Le kibbutz Sidi Eliyahu fut fondé par des réfugiés d'Allemagne en 1934. Beaucoup de ses premiers membres étaient des survivants de l'Holocauste. Notre plus grand problème lorsque nous avons commencé le bio était de savoir comment faire pour se débarrasser des insectes nuisibles sans utiliser de produits chimiques. Leur solution a été de combattre les insectes par les insectes. Toute chose dans la nature a son ennemi naturel. Qu'est-ce qui mange ou attaque ces insectes, qui attaquent et mangent nos récoltes? Ils firent l'élevage de diverses sortes d'insectes dans l'abri anti-bombe du kibbutz. L'idée était de faire l'élevage des prédateurs des nuisibles qui mangeaient leurs récoltes. Le résultat fut une nouvelle entreprise appelée BioBee. Nous avons rencontré les agriculteurs israéliens en leur demandant s'ils voulaient acheter des insectes. Ils nous répondaient « Vous êtes fous ou quoi? Nous avons déjà trop d'insectes dans nos champs, pourquoi achèterions-nous les vôtres ?» Ils finirent cependant par gagner les agriculteurs israéliens, ainsi que 32 autres pays. En Californie, 60% des champs de fraises sont traités avec des produits commercialisés par BioBee. L'entreprise a aussi trouvé le moyen de freiner l'un des insectes les plus dévastateurs de la région, la mouche méditerranéenne des fruits. Nous prenons les mâles de l'espèce et les stérilisons, pour ensuite les relâcher. Ainsi, ils ne peuvent plus se reproduire, et petit à petit, nous diminuons leur population sans utilisation de produits chimiques. BioBee a également résolu un autre point essentiel dans l'agriculture, la pollinisation des plantes dans les serres. L'exemple classique est celui des plants de tomates. Dans la nature, dans les champs, les plants de tomates sont pollinisés par le vent. En Israël, la majorité de nos tomates ne poussent pas dans des champs, mais dans des serres. Or, dans les serres, l'environnement climatique est contrôlé. Il n'y a pas de vent, et donc pas de pollinisation naturelle. Nous avons dû trouver une autre méthode. Leur solution fut de faire de l'élevage de bourdons. Les bourdons récoltent le pollen pour se nourrir. Ils sont au travail même quand il fait froid, parce qu'ils n'ont pas de réserve de miel dans la ruche. Ils doivent toujours aller au travail. Nous faisons économiser de l'argent aux agriculteurs parce qu'au lieu de payer de la main-d'œuvre, les bourdons font tout le travail et contrairement aux gens, les bourdons n'oublient aucune fleur. Lorsque les agriculteurs ont commencé à utiliser les bourdons pour la pollinisation, le rendement des récoltes de tomates a augmenté de 25%. En hébreu, nous disons « Combien grandes et merveilleuses sont tes œuvres, ô Dieu !» Cela montre combien chaque chose a un but et une raison d'être. Voyez ces petites choses, combien elles nous font du bien, aux agriculteurs, à l'environnement, au monde entier. C'est vraiment merveilleux. Les agriculteurs du kibbutz ont non seulement ciblé les insectes, mais ils ont aussi trouvé le moyen de se débarrasser des rongeurs de manière créative. Avant, nous prenions un flacon de poison et une cuillère à café, et quelqu'un devait se promener partout dans les rangs. Chaque fois qu'il voyait un trou de souris, il devait y verser du poison avec la cuillère à café. Ce n'était pas écologique du tout, et en plus, en cas de pluie, ou lorsque nous irriguions nos champs, tout ce poison se retrouvait dans la nappe phréatique. Nous nous sommes alors demandé quelle est la solution naturelle pour les rongeurs. La solution que nous avons trouvée est l'effraie des clochers. L'effraie des clochers est un rapace stupéfiant. 2 effraies peuvent capturer une moyenne de 2 à 5 000 souris par an. Et ça fait beaucoup de rongeurs. Il y avait juste un problème avec les chouettes. Elles s'échappent. Et un des endroits où elles se rendent est la Jordanie, qui est très proche. Or, en Jordanie, on les abat. Dans le folklore arabe, l'effraie des clochers est un messager de mort. Ils sont très superstitieux à ce sujet, et dès qu'ils voient une effraie, ils lui tirent dessus. Alors, très simplement, nous sommes allés en Jordanie et avons invité les agriculteurs jordaniens à nous visiter à Sidi Eliyahu pour voir comment nous travaillons. Ça s'est passé il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, nous avons plus de 2600 nids dans le pays et leur nombre ne cesse de croître. Mais aussi, cela a été le commencement d'un extraordinaire programme de coopération régionale avec la Jordanie et même avec l'autorité palestinienne. Il s'agit là d'un merveilleux succès. Nous avons l'habitude de dire que ce n'est pas la colombe qui apporte la paix au Moyen-Orient, mais l'effraie des clochers. Nous sommes une lumière pour les nations, en tout cas nous sommes censés l'être. Si nous voulons vraiment préserver l'environnement, si nous voulons vraiment aider le monde,
Nous ne pouvons pas garder toutes ces choses pour nous seuls. Nous devons les partager, nous devons partager ces savoirs, et je pense qu'en aidant les autres, nous nous aidons aussi nous-mêmes.